Et justement, on est à l'affût de vos préoccupations, de vos interrogations, celles que vous nous envoyez aussi sur notre site bfmbusiness.com. Olivier Rosenfeld va vous répondre, le président de Fidroit. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume, On va bonjour évoquer Cédric. et essayer de répondre ensemble à ces questions de nos auditeurs et téléspectateurs. D'abord, cette question de Corinne qui nous dit qu'elle est en train de procéder à sa déclaration de revenus, comme nous tous, et elle nous demande s'il est toujours intéressant de rattacher son enfant majeur. Alors, question d'actualité, comme vous l'avez dit Guillaume, et qu'on retrouve assez couramment avec mes consultants. En réalité, tout cela dépend de plusieurs facteurs. Corinne doit déjà s'assurer que les conditions d'âge sont respectées. Son enfant doit avoir moins de 21 ans au 1er janvier ou moins de 25 ans et poursuivre des études pour pouvoir être rattaché. Sachant que son choix dépend de deux facteurs. Un, elle rattache son enfant et alors elle pourra bénéficier d'un nombre de parts qui composent le foyer fiscal qui sera plus important et qui permettra corrélativement de réduire son taux d'imposition. C'est la première hypothèse. La seconde vise effectivement à détacher son enfant, en contrepartie de quoi elle pourra déduire une pension alimentaire qui permettra alors de réduire son revenu imposable. Ce sont donc deux voies distinctes qui participent l'une comme l'autre à la baisse de l'impôt, mais dans des proportions différentes. Ce que Corinne doit savoir, c'est que depuis quelques années, sous l'effet de ce qu'on pourrait appeler le démantèlement de la politique familiale, l'avantage consécutif au rattachement est de moins en moins intéressant, puisque en rattachant son enfant, l'avantage maximal auquel elle pourra prétendre est de 1 537 € lorsqu'il était de 2 336 € en 2012. Donc vous voyez que l'avantage est de moins en moins important. En second lieu, Corinne doit retenir que plus son taux d'imposition est élevé, plus l'avantage tenant au détachement sera important, puisque l'avantage d'un point de vue pécuniaire est proportionnel au taux d'imposition. Or, elle pourra déduire jusqu'à 5 947 € à raison de cette pension si son enfant est dans un état de besoin, sachant qu'elle pourra déduire jusqu'à 3 535 € sans aucun justificatif pour couvrir, par exemple, les frais de logement et de nourriture. Mais attention, si elle déduit cette somme, en contrepartie, son enfant doit, dans le foyer fiscal qu'il va nouvellement constituer, déclarer cette somme. Il est peu probable néanmoins que l'enfant soit imposable, ce qui fait tout l'intérêt du détachement, quand bien même il percevrait par exemple des indemnités de stage ou des indemnités d'apprenti, puisque là il peut être exonéré jusqu'à 18 255 €. Donc vous voyez que ce sont plusieurs éléments qui participent du détachement. Là où notre raisonnement trouve ses limites, ce sont deux cas notamment. Lorsque vous atteignez 3 enfants, puisque le 3e enfant vous permet d'augmenter de manière beaucoup plus significative le nombre de parts, ce qui va donner lieu à un intérêt corrélatif au rattachement. De la même manière, si Corinne devait être veuve, célibataire, divorcée, son enfant, dès le 1er enfant, elle peut prétendre à une part fiscale supplémentaire, ce qui là encore peut représenter pour elle un intérêt. En dernier lieu, pour montrer que cette situation n'est jamais très évidente, très binaire, il peut y avoir des effets périphériques. Imaginez par exemple que l'enfant de Corinne puisse prétendre à une APL. Eh bien, dans cette hypothèse, si l'enfant est rattaché alors que Corinne est imposée à l'impôt de fortune immobilière, l'enfant ne pourra plus prétendre aux allocations. Donc vous voyez que chaque cas mérite une attention toute particulière. Voilà pour la réponse apportée à Corinne. Question de Laurent Olivier. Les taux sont bas, les rendements des livrets également. Dans ce contexte, vers quelle formule mon entreprise peut-elle investir pour sa trésorerie ? Alors là aussi, c'est une situation que nous retrouvons assez couramment. Alors, l'actualité va nuancer mon propos puisque le Covid a aussi contribué à assécher la trésorerie des entreprises. Mais force est de constater que depuis de nombreuses années, les chefs d'entreprise ont laissé s'accumuler de la trésorerie dans leur bilan parce qu'ils voulaient éviter la fiscalité associée aux dividendes qui leur auraient permis alors de s'enrichir en leur qualité de personnes physiques. Nous avons donc constaté une multiplication des investissements sous couvert des sociétés. Alors pour sortir effectivement des schémas habituels que constitueraient des livrets bancaires, vous avez en premier lieu le portefeuille titre avec les actions, obligations, OPCVM.
produit structuré, ce qu'on retrouverait pour une personne physique. Mais attention, là où Laurent va devoir être attentif, d'un point de vue fiscal, il y aura des différences. Si par exemple, il devait détenir des SICAV composés à moins de 90% d'actions, sa société sera imposée chaque année sur les plus-values latentes. C'est-à-dire, alors même qu'il n'aura pas arbitré, il devra supporter un impôt. Première différence. Deuxième différence, si son portefeuille devait être en moins-value latente, et la situation peut nous amener à constater ce type de situation, il pourra constituer une charge comptable qui va réduire sa base imposable. Donc vous voyez que d'un point de vue fiscal, il y a des distorsions. Deuxième hypothèse, en dehors du portefeuille titre, nous pourrions imaginer que Laurent aille vers un bon de capitalisation. Eh bien, ce bon de capitalisation va permettre, c'est un produit de moyen terme qui peut malgré tout permettre de procéder à des rachats si d'aventure il y avait besoin de trésorerie. Dans ce cas, si le bon de capitalisation est souscrit par une société à l'IS, là encore, vous allez être imposé sur une base fictive qui est totalement décorrélée de la revalorisation potentielle de votre bon de capitalisation. C'est une différence que nous constatons par rapport à ce qui prévaut pour une personne physique. Autre hypothèse qui a été évoquée par mon prédécesseur. On est au bout, Olivier. Il nous reste 10 secondes. Vous êtes d'accord. Il nous reste 10 secondes. Bah, écoutez, on va s'arrêter là. Tant pis. Je vais être frustré au-delà du fait que je n'ai pas le plaisir d'être à vos côtés. Merci Olivier. Olivier Rosenfeld et Fidroit régulièrement à vos côtés pour répondre à toutes vos questions. Et qu'on espère accueillir très bientôt, bien sûr, sur nos plateaux parisiens. Le CAC 40 est en hausse d'1,4%. Tout de suite, il est en hausse et il progresse tous les jours aussi. C'est Stéphane Pedrazi pour l'Heure H. Toute l'actu du jour en direct. Il est là, il est dans les starting blocks et il vous retrouve dans un instant.